C'est un vendredi soir, ton appli cartonne, les commandes s'enchaînent et là un bug dans le module de paiement fait planter l'intégralité du site et plus rien ne fonctionne. Le catalogue, la connexion, ni même la page d'accueil. Plus d'une heure d'interruption, des milliers d'euros de pertes et tout ça à cause d'une seule partie du code. Ce scénario, c'est le cauchemar typique d'une architecture monolithique. Tout est regroupé dans une seule et même application, un seul bloc de code, donc un seul déploiement et une seule base de données. C'est très pratique au départ, mais fragile, difficile à faire évoluer et impossible à scaler intelligemment quand l'usage s'intensifie. C'est exactement pour répondre à ce problème que les microservices ont émergé. Et aujourd'hui, ils sont au cœur des architectures de Netflix, Amazon, Uber ou Spotify. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est concrètement, comment ça fonctionne et surtout, je te montre un cas pratique pour que tu repartes avec une vision claire. Alors, un microservice, c'est simplement une petite application indépendante qui ne fait qu'une seule chose, mais qui la fait vraiment bien. Chaque microservice a sa propre logique, son propre code et souvent sa propre base de données. Il tourne de manière autonome et il communique avec les autres services via des API. Autrement dit, au lieu d'avoir une seule grosse application qui gère tout, tu découpes ton système en plusieurs petites unités spécialisées qui travaillent ensemble. Pour rendre ça concret, imagine une usine. Tout se passe dans un seul bâtiment. La fabrication, le conditionnement, la livraison, la comptabilité, etc. Si un incendie se déclare dans un coin, c'est toute l'usine qui s'arrête de fonctionner. Maintenant, imagine que tu réorganises ça en ateliers indépendants. Chaque atelier a sa propre équipe, ses outils et son propre responsable. Si un atelier a des problèmes, les autres continuent de tourner. Et en bonus, tu peux même faire grandir l'atelier de fabrication sans toucher aux autres. C'est exactement ça, les microservices. Maintenant, regardons de plus près ce que ça change face à un monolithe. Dans un monolithe, si tu veux mettre à jour la fonctionnalité de paiement, tu dois redéployer toute l'application, même la page d'accueil, même le moteur de recherche et même le système de notification. Ça prend du temps, c'est risqué et si quelque chose se passe mal, c'est tout le système qui en pâtit. Avec des microservices, tu redéploies uniquement le service de paiement et les autres services ne sont même pas au courant. Il y a donc zéro interruption pour eux. Pour qu'une architecture microservice fonctionne, elle repose sur 3 principes fondamentaux. Premier principe, la responsabilité unique. Chaque service ne fait qu'une seule chose. Deuxième principe, l'indépendance de déploiement. Chaque service se déploie sans impacter les autres. Et troisième principe, la communication par API. Les services ne communiquent pas directement dans le code, ils s'échangent des messages via des interfaces. Garde bien ces 3 principes en tête car tout le reste en découle. Maintenant qu'on a la vision globale, rentrons dans le moteur. Une architecture microservice, c'est plusieurs pièces qui s'assemblent. Je vais te présenter les 5 concepts que tu dois absolument connaître pour comprendre comment tout ça tient ensemble. Premier concept, l'API Gateway. Imagine que ton application a 10 microservices différents. À ton avis, est-ce que le client, que ce soit le navigateur ou une application mobile, doit connaître l'adresse de chacun d'eux? Évidemment que non. C'est là qu'intervient l'API Gateway. C'est le point d'entrée unique de ton système. Toutes tes requêtes passent donc par elle. Elle reçoit la demande, elle sait à quel service la rediriger et elle renvoie la réponse au client. En gros, c'est un peu le chef d'orchestre. Elle peut aussi gérer le load balancing, le rate des meetings ou les logs. Vois-le comme la tour de contrôle du système. Passons maintenant au deuxième concept, la communication entre services. Et là, il y a 2 familles. D'abord, la communication synchrone. Un service A appelle un service B et attend la réponse avant de continuer. C'est le modèle classique des API REST. Tu envoies une requête HTTP et tu attends le résultat. C'est simple et intuitif, mais si le service appelé est lent ou en panne, le service appelant est bloqué. Dans la communication asynchrone, c'est différent. Un service publie un message dans une file d'attente, on appelle ça un message broker, et il continue sans attendre. L'autre service lira le message quand il sera prêt. Et pour faire ça, on utilise souvent les outils comme RabbitMQ ou Apache Kafka. C'est plus complexe à mettre en place, mais c'est beaucoup plus résilient et les services sont vraiment découplés. Et on fera du messaging lorsqu'on n'aura pas besoin de réponse dans l'immédiat. Troisième concept, la découverte des services ou le service discovery. Dans un système distribué, les services démarrent, s'arrêtent et changent d'adresse IP en permanence. Surtout dans un environnement cloud. Si chaque service doit écouter les autres pour savoir ce qui s'est passé, ça crée un couplage et ça rend l'indépendance des services. C'est donc tout l'enjeu d'un registre de services. Chaque microservice s'y enregistre au démarrage avec son adresse. Quand un service peut en appeler un autre, il consulte ce registre pour savoir où il se trouve. Considère-le comme l'annuaire téléphonique de ton architecture. Des outils comme Consul ou Eureka jouent souvent ce rôle. Quatrième concept, la containerisation. Et ici, 2 noms reviennent systématiquement, Docker et Kubernetes. Docker, c'est ce qui permet d'empaqueter chaque microservice dans un conteneur, une sorte de boîte autonome qui contient le code, ses dépendances et sa configuration, de façon à ce que le service tourne de manière identique partout, que ce soit sur ton ordinateur, sur un serveur de test ou en production. Si c'est un concept qui t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je la mettrai bien sûr en description. Kubernetes, quant à lui, c'est l'orchestrateur. Il gère des dizaines ou des centaines de conteneurs. Il les démarre, les arrête, les multiplie si le trafic augmente et les remplace s'ils tombent en panne. C'est lui
qui donne aux microservices leur capacité à scaler de manière automatique. Et enfin, cinquième et dernier concept, la résilience. Dans un système distribué, les pannes ne sont pas une exception. Elles sont inévitables. La question c'est comment ton système réagit quand un service tombe. Le pattern le plus connu ici, c'est le circuit breaker ou disjoncteur. Et tu vas voir, ça fait exactement la même chose qu'un disjoncteur électrique. En principe est simple. Si un service répond mal ou trop lentement, le circuit breaker coupe temporairement les appels vers ce service, plutôt que de laisser toute la chaîne se bloquer en cascade. Il laisse passer quelques requêtes de temps en temps pour voir si le service est rétabli, et quand c'est le cas, il referme le circuit. Ça évite l'effet domino qui peut faire tomber tout le système d'un coup. Donc pour résumer, API Gateway pour centraliser les entrées, communication synchrone et asynchrone pour faire communiquer les services, Service Discovery pour les localiser, Docker et Kubernetes pour les faire tourner, et le circuit breaker pour être tolérant aux pannes. Ces 5 briques, c'est généralement le socle d'une vraie architecture microservice. Dans certains cas, on y rajoute souvent un serveur de configuration pour centraliser les propriétés de chaque service, y compris la gateway, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, on a les concepts. Maintenant, on les met en situation. Oublie l'abstraction, on va visualiser ensemble une architecture microservice d'une application e-commerce. Quelque chose de concret que tu pourrais croiser dans la vraie vie. Première question à se poser, comment on découpe notre application? On part du principe de responsabilité unique qu'on a vu tout à l'heure. Chaque grande fonction métier devient un service indépendant. On va donc avoir un service utilisateur qui gère les comptes, l'authentification et les profils. Un service catalogue qui stocke et expose tous les produits. Un service panier qui suit ce que l'utilisateur est en train de préparer. Un service paiement qui traite les transactions bancaires. Et un service notification qui envoie les emails et les SMS de confirmation. 5 services, 5 équipes potentiellement différentes, 5 bases de données séparées et surtout 5 unités qui peuvent évoluer totalement indépendamment les unes des autres. Maintenant, suivons le parcours d'un utilisateur qui passe une commande. C'est là que tout prend vie. L'utilisateur ouvre l'appli, sa requête arrive en premier sur l'API Gateway. La Gateway vérifie son token d'authentification auprès du service utilisateur. S'il est valide, il peut continuer. Il décide ensuite de consulter un produit. La Gateway redirige vers le service catalogue qui renvoie les infos. Nom, prix, stock disponible. Tout ça en quelques millisecondes. Le client ajoute le produit à son panier. Le service panier enregistre le choix. Ce dernier communique de manière synchrone avec le service catalogue pour vérifier une dernière fois que le produit est bien en stock. L'utilisateur valide sa commande et paye. Le service panier transmet la commande au service paiement. Le paiement est traité et là, moment clé, le service paiement ne va pas directement appeler le service notification. Il va publier un événement dans le message broker. Comme le service notification écoute ce broker en permanence, il reçoit l'événement et envoie l'email de confirmation à l'utilisateur. Résultat, l'utilisateur reçoit sa confirmation en quelques secondes. Et si le service notification est momentanément en panne, le message attend dans la file et dès que le service redémarre, il le traite. Il n'y a donc aucune confirmation perdue. Ce découpage, ça change tout dans la vraie vie. Imagine que le Black Friday approche. Tu sais que le service catalogue va être saturé de requêtes de milliers de personnes qui consultent les produits en même temps. Avec une architecture microservice, tu scales uniquement le service catalogue. Tu passes de 2 instances à 10 par exemple. Pendant ce temps, les autres services, panier, paiement, notification, peuvent rester exactement comme ils sont, sans gaspillage de ressources. Autre exemple, ton équipe front détecte un bug dans le service panier un mercredi soir. Elle peut corriger et déployer uniquement ce service en production sans toucher aucun autre service. Donc aucune interruption pour les utilisateurs sur d'autres fonctionnalités et le site reste donc 100% en ligne. Ce cas pratique illustre parfaitement la puissance du modèle. Mais il cache aussi une réalité qu'on a tendance à oublier quand on découvre les microservices pour la première fois. Et là, je vais citer un sage très connu. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette architecture a donc un coût. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Les microservices, c'est indéniablement très puissant comme on vient de le voir. Mais comme toute technologie, ça a des forces et des angles morts. Et honnêtement, comme disait quelqu'un que cette fois je ne citerai pas, il faut toujours surveiller les angles morts. Donc on va en parler franchement. Commençons par les points forts, et il y en a de vrais. D'abord, incontestablement, la scalabilité individuelle. On l'a vu avec le Black Friday, tu peux allouer des ressources exactement là où c'est nécessaire, sans impacter le reste du système. Et ça, c'est une économie réelle sur tes coûts d'infrastructure. Ensuite, le déploiement continue. Chaque équipe peut livrer son service à son propre rythme, sans attendre que toute l'organisation soit alignée. Chez Netflix, par exemple, des centaines de déploiements ont lieu chaque jour en production. Ce serait tout simplement impossible avec un monolithe. Et puis, il y a l'autonomie des équipes. Chaque équipe possède son service de bout en bout, du code à la base de données. Elle choisit son langage, ses outils et son framework. Et il y a donc moins de dépendance entre les équipes, moins de réunions de coordination et une plus grande vélocité. Et enfin, l'isolation des pannes.
Un service qui tombe n'entraîne pas forcément tout le système avec lui. La résilience est vraiment structurelle ici. Maintenant, soyons honnêtes, parce que les microservices introduisent une complexité qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Donc, premier piège, la complexité opérationnelle. Avec un monolithe, tu déploies une application avec des microservices, tu en gères 10, 20, parfois 100. Chacune avec ses logs, ses métriques, ses alertes et ses pipelines. Tu auras besoin d'une infrastructure solide, d'outils de monitoring avancés et d'une culture DevOps mature. Crois-moi, si tu n'as pas ça en place, tu vas vite te noyer. Quand un bug survient dans un monolithe, tu as une seule stack trace à lire. Dans un système distribué, une requête peut traverser 6 services différents avant de planter. Reconstituer ce parcours pour trouver l'origine du problème, c'est un vrai défi. Des outils comme Jagger ou Zipkin existent pour ça, mais ça s'apprend et ça se configure. Et ce n'est pas en 2 jours que tu fais tout ça. Troisième piège, et c'est probablement le plus fréquent, l'over-engineering. Les microservices font briller les yeux. Mais si tu es une startup de 5 personnes avec une appli qui fait 200 utilisateurs par jour, tu n'en as simplement pas besoin. Tu vas passer plus de temps à gérer ton infrastructure qu'à créer de la valeur pour tes utilisateurs. Rappelle-toi que la complexité que tu introduis doit être justifiée par un problème réel que tu as aujourd'hui, pas par un problème hypothétique que tu pourrais avoir dans 3 ans. Il y a même un principe en programmation qui existe pour désigner ça. Je te laisse me dire en commentaire si tu l'as. Et c'est là qu'on arrive à ce que je considère comme la règle d'or de l'architecture logicielle. Ne choisis pas une solution parce qu'elle est tendance. Choisis-la parce qu'elle résout un problème concret que tu as maintenant. Les microservices sont un outil puissant, mais il ne sert à rien d'aller chercher le marteau de Thor si tu n'as même pas de clou à enfoncer. On arrive au bout. Alors avant de te laisser, il y a 3 choses à garder absolument en tête. 1. Les microservices, c'est découper une application en système indépendant, chacun responsable d'une seule chose et qui communique via des API. La flexibilité et la résilience sont structurelles et elles font partie de l'architecture elle-même. 2. Ça repose sur les briques concrètes que tu connais maintenant. API Gateway, communication inter-service, service discovery, containerisation, résilience. 3. C'est un outil puissant, mais pas une solution universelle. La bonne question à te poser, c'est toujours, est-ce que ma situation justifie cette complexité aujourd'hui? Et si tu pars de zéro, voici mon conseil concret. Ne commence jamais par des microservices. Commence par un monolithe bien structuré et bien découpé en modules cohérents. Tu comprends ton domaine métier, tu identifies tes vraies lignes de fracture et tu extrais les services quand un besoin réel s'impose. C'est exactement comme ça qu'Amazon, Uber ou X ont évolué. Ils n'ont pas commencé avec 50 services, ils ont commencé simple et ils ont découpé au fur et à mesure que la douleur se faisait sentir. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse un like, ça m'aide vraiment à toucher d'autres développeurs qui en ont besoin. Et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu veux savoir comment apprendre à coder à l'ère de l'IA, clique sur le lien qui apparaîtra juste là.